Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-in, le podcast du road trip aux USA, 100% pratique et 100% vécu. Et c'est précisément l'expérience de Johanna dans le sud-ouest américain que nous découvrons à travers cette mini-série immersive de Los Angeles en Californie à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Salut Johanna. Salut Jean-Christophe. La semaine dernière, nous t'avions laissé dans le parc national de Joshua Tree en Californie pour les premières randonnées de ton road trip. Et aujourd'hui, on va prendre avec toi la direction de l'Arizona. Après ces 2 demi-journées, on va dire, dans le parc de Joshua Tree en Californie, on a pris la route et on s'est rendu, en fait, on a rejoint Phoenix. Enfin, la banlieue de Phoenix et plus précisément la banlieue est, au niveau de Apache Junction, donc le petit parc de Lost Dutchman. C'est un parc d'État qui est situé vraiment au début de la route panoramique Apache Trail, qui hélas est fermée depuis quelques années maintenant suite à un éboulement de terrain, mais bon, on y reviendra. Mais du coup, on a pris la route pour rejoindre ce petit parc, pour y poser notre tente pour la soirée. Et du coup, on en a profité pour faire une petite rando qui n'était pas si petite que ça, parce qu'on a fait la grande boucle qui doit faire 6-7 km, je dirais. Et puis au coucher du soleil, donc c'était quand même plutôt sympa de découvrir ce parc à cette heure de la journée, à un moment où il fait un peu moins chaud et où les couleurs sont flamboyantes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit parc d'État ? Je suis pas certaine que j'aurais fait le détour. En fait, l'idée à la base, c'était de pouvoir couper un peu la route et de découvrir une partie de l'Apache Trail. Le souci qui se posait, donc, c'est que l'Apache Trail est fermé. Malgré tout, la petite portion de route qu'on a pu faire était quand même bien sympa. Le parc en soi est joli, mais je ne conseillerais pas forcément de faire le détour, comme ça a été le cas pour nous, pour ce parc. Donc c'est sympa pour une pause sur la route, hein. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa pour s'arrêter quand c'est sur son chemin, ou voilà, pour clôturer un peu l'Apache Trail, c'est plutôt sympa. Clairement, nous, c'était un détour pour rejoindre après notre destination suivante. Si j'avais su, je pense que je serais partie directement vers ma destination de base, qui est Organ Pipe Cactus National Monument, et où j'y serais restée un peu plus longtemps là-bas du coup. Mais voilà, c'est très personnel comme avis, c'est un joli parc, le camping est très très bien achalandé pour le coup, avec des beaux emplacements très spacieux. Quelque chose d'assez confortable quand même, c'est qu'il y avait des douches. Donc ça c'est c'est pas toujours le cas dans les campings américains, donc c'était quand même très appréciable. Donc en effet, si c'est l'occasion de faire une pause sur sa route, c'est plutôt pas mal. De là à faire un détour, je ne suis pas sûre. Alors le lendemain matin, vous avez repris la route ? Alors le lendemain matin, en fait, on a repris la route et du coup, l'idée c'était de faire un petit bout de l'Apache Trail, donc qui est fermé quand même assez vite, hein, parce que de mémoire, on a dû faire une trentaine de kilomètres avant de devoir faire demi-tour parce que l'éboulement bloquait la route. Donc voilà, très rapide, mais une première vision quand même vraiment sympa pour le coup. Dès que ça sera possible, j'ai de grandes envies de découvrir cette route de manière plus approfondie. Donc voilà, donc on a fait une partie de cette route-là, on s'est arrêté à Tortilla Flat, qui est une petite ville vraiment au début de l'Apache Trail quand on arrive de Phoenix. Et ensuite, on a décidé, ce qui faisait très très chaud, et on s'est arrêté en fait sur le lac Canyon Lake, si je me souviens bien, qui est situé vraiment en début d'Apache Trail, et on s'est arrêté là pour une petite pause baignade au milieu des locaux. Donc c'était assez folklorique parce que c'est quand même une population assez hispanique. Je pense que c'était beaucoup de Mexicains. Ils sont tous en famille, ils sont très nombreux, ils arrivent avec tous leurs bardas, donc c'était assez drôle parce qu'ils étaient avec avec des tentes, avec des barnums, ils faisaient des barbecues, enfin c'était vraiment sympa de se retrouver au milieu de toutes ces familles. Donc c'était plutôt cool, et puis ensuite on est reparti, on a fait une petite pause d'1 heure, 1 heure et demie, le temps de faire, de se prendre un bain et puis de repartir sous la chaleur, et ensuite on a traversé tout le sud de l'Arizona, donc entre Phoenix et Organ Pipe Cactus, qui était notre étape du soir. Alors là, la route a été longue, j'imagine ? Très très longue.
Alors, on s'imagine pas trop quand on prépare son road trip. Bon, pourtant, je fais très attention à ces paramètres, mais quand on tape sur Google Maps Organ Pipe Cactus, généralement, il nous fait arriver vraiment la frontière nord du parc. Sauf qu'en fait, il faut compter bien 1 heure et demie encore de route avant d'arriver au cœur du parc, où on traverse des champs de cactus pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est assez étonnant, assez dépaysant pour le coup. Et c'est très très long, parce que c'est une ligne droite, sans fin, qui mène jusqu'au Mexique. Donc bien avoir en tête quand on décide de visiter ce parc, que l'hôtel le plus proche vraiment du cœur du parc est à au moins 1 heure et demie de route. Moi, la question ne se posait pas, puisque du coup, on avait réservé un emplacement à l'intérieur du parc. Donc on avait réservé, mais franchement, on aurait pu s'abstenir parce qu'on était peut-être 5 pèlerins dans le camping. Oui. Camping qui est immense. Je ne sais pas s'ils le remplissent vraiment parfois, parce que c'est quand même très reculé comme parc, mais immense. Il y a plus d'100 d'emplacements, quoi. Il est assez impressionnant. Pareil avec douche, donc ça très très appréciable, surtout avec les chaleurs qu'il peut faire dans ces contrées. Donc on est arrivé à Organ Pipe Cactus, et là ça a été le coup de foudre, je dirais. Mon gros coup de cœur de ce voyage, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, il y en a eu d'autres, des coups de cœur, mais mon premier gros coup de cœur, et qui est resté, puisque je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir y retourner pour approfondir ma découverte de ce parc. Là, on n'avait que 2 demi-journées. Une partie du parc était fermée, parce qu'il y a deux routes panoramiques en fait, dans Organ Pipe Cactus, et l'une des routes panoramiques était fermée parce qu'ils faisaient des travaux. Celle qu'on a pu faire était déjà waouh, très très belle, vraiment un parc perdu au milieu de nulle part, éloigné de tout, mais qui vaut vraiment pour le coup le déplacement, je trouve. Alors je note que tu as fait un petit passage au Visitor Center et je trouve que c'est toujours une excellente idée d'aller dans un Visitor Center parce que c'est un petit peu la clé, le mode d'emploi d'un parc. Ah oui, tout à fait. Depuis toujours, depuis les premiers road trips, je fais en sorte, quand j'arrive dans un parc, en tout cas dans un parc que je ne connais pas, de faire un petit tour au Visitor Center avant d'aller le découvrir de manière plus approfondie. Ça donne un peu le tempo, un peu l'idée de l'ambiance du lieu, découvrir un peu ce qui est proposé, les découvertes qu'on peut y faire. Et j'aime bien toujours aller rencontrer les rangers. Ils sont souvent quand même pas avares de conseils, ils ont souvent des petites pépites à nous proposer, et surtout ils peuvent peaufiner un peu notre visite, notre découverte, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous la même façon de découvrir. Pouvoir discuter avec les rangers, c'est aussi pouvoir peaufiner un peu notre découverte, quoi. Notre arrivée. Je voyageais avec une de mes amies d'enfance et on aime beaucoup marcher, elle plus que moi. Mais bon, malgré tout, je marche quand même pas mal. Et en fait, à notre arrivée, on peut expliquer un peu notre façon de faire, comment on fonctionne toutes les deux, où on aime découvrir des choses ensemble, mais parfois elle a envie d'approfondir encore plus, et moi, plutôt d'être dans l'instant présent et aussi de m'immerger sans forcément être dans le je marche. Et du coup, de pouvoir discuter avec les rangers, c'est quand même sympa parce qu'ils peuvent nous proposer des randonnées ou des lieux de visite qui sont adaptés un peu à nos deux envies. Donc ça, c'est top parce qu'on a pu faire des randonnées où, par exemple, il y avait 2 boucles en une, quoi. Donc, mon amie Solène, elle pouvait approfondir un peu plus la rando pendant que moi, je faisais une boucle un peu moins importante, mais on partait ensemble. Et du coup, on avait quand même une partie de la découverte où on était toutes les deux, quoi. Oui, donc c'est permettre à chacun d'y trouver un peu son compte. Tout à fait, voilà, de pouvoir et vraiment de moduler en fait, parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête quand on cherche, même quand bien même on passe énormément de temps sur Internet. Je trouve qu'il n'y a pas plus authentique que d'aller voir les gens qui connaissent. Et du coup qui peuvent, et les rangers ils connaissent le parc généralement sur les bouts des doigts. Eux ils peuvent s'adapter à nous et nous proposer des choses fabuleuses, et les plus belles découvertes, moi je trouve que je les ai fait grâce au conseil des rangers, clairement. Oui, c'est la touche humaine indispensable. Tout à fait, ouais. Lire de la documentation, lire des guides. C'est hyper important. C'est important, mais rien ne remplace le conseil, le vécu, le conseil personnalisé. Même, c'est ça, voilà, parce que le livre, les guides, tout ça, c'est hyper important. Ça permet déjà d'avoir une première vision et de repérer un peu ce qu'on attend ou pas. Mais je trouve que pour faire quelque chose de personnalisé, il n'y a rien de mieux que la personne qui connaît, qui est sur place et qui maîtrise le sujet à fond, quoi.
Et en plus, ce sont des gens qui sont absolument adorables. Complètement. On est toujours tombé sur des rangers vraiment, oui, comme tu dis, adorables, chaleureux, qui ont à cœur vraiment de partager leur passion du lieu où ils sont. Et on a eu des échanges vraiment très riches avec eux et ça n'a pas de prix. Donc, un véritable coup de foudre que oui. que ce parc, et vous en avez bien profité. Oui, complètement. Alors du coup, on est arrivé en milieu d'après-midi. Et en fait, comme on disait, là, je me suis présentée au Visitor Center qui nous a conseillé pas mal de choses, alors avec les limites du parc, parce que, comme je disais, une des routes panoramiques était fermée, donc forcément, on ne pouvait pas avoir accès à tout. Mais malgré tout, ils nous ont donné des conseils vraiment top, et on est allé faire la route panoramique qui est située à l'est du parc, enfin du Visitor Center, pour y faire une randonnée, Arch Rock Trail, je crois, de mémoire. Et du coup, on a fait cette randonnée pas très longue forcément, mais qui mène dans un canyon et avec des points de vue magnifiques sur les saguaros et les organ pipe cactus. Quel est ton ressenti à ce moment-là, quand tu es en pleine randonnée, que la France te paraît très très loin? Je sais que c'est difficile d'expliquer des ressentis. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à ce moment-là cette espèce de plénitude que tu ressens dans un endroit qui est pour toi un coup de cœur? C'est marrant, au moment où tu as dit le mot plénitude, je l'avais dans ma tête. C'est vraiment le terme, plénitude. Comme s'il y avait quelque chose qui s'apaisait, on se sent bien, on se sent... Je l'avais en tête, ce parc, mais c'était pas forcément un objectif de road trip comme certains peuvent l'être. Dans ma tête, j'ai plein de parcs que je rêve de faire et où ils font partie de ma checklist. Et voilà, et je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir cocher cette checklist. Celui-là n'en faisait pas partie parce que je n'avais pas notion de ce parc. J'imaginais un parc avec beaucoup de cactus, un peu comme Sagaro ou des choses comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, là, je suis au bon endroit, au bon moment. Et c'est comme si il était écrit pour moi, quoi. C'était écrit que je vienne ici, quoi. Et du coup, on a fait cette randonnée et Solène, comme toujours, a voulu explorer plus profondément le parc. Alors moi, je commençais un petit peu à fatiguer. J'avais conduit toute la route. J'ai commencé un peu... Donc je lui ai dit, écoute, continue. Moi, je vais profiter. Donc je suis rentrée très tranquillement. J'ai fait demi-tour parce que c'est un aller-retour, c'est pas une boucle. Et du coup, je suis repartie, j'ai rebroussé chemin très très tranquillement. Je me suis imprégnée du paysage. Et puis je me suis assise à un moment, il y avait une petite table. Je me suis assise au milieu de ce no man's land, on va dire, parce que vraiment on n'a vu personne. Il y avait personne. Enfin, aucune voiture, aucun touriste. Le parc était désert, alors probablement parce qu'il était déjà un peu plus tard et que la plupart dorment à l'hôtel et du coup avec 1h30 de route ils devaient déjà avoir quitté le parc, mais on était seuls au monde, quoi. Et alors, c'était ma question, est-ce que justement pour toi c'est important ces moments de déconnexion, j'allais dire, de se sentir effectivement seul au monde, loin de tout, mais en même temps près de l'essentiel? C'est vrai que même pour les parcs les plus touristiques, celles où il y a le plus de monde, je fais en sorte généralement de m'éloigner, de prendre du large, prendre de la distance, me retrouver seule avec la nature. C'est quand même des lieux qui sont loin de toute civilisation, où le silence est clairement présent. En fait, on n'a plus, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie active, on n'a plus vraiment de moments de silence comme ça. Il y a toujours du bruit autour, même si on ne le perçoit pas forcément, mais finalement, on n'est jamais dans le silence le plus total. Et quand on s'éloigne des lieux, un peu des points de vue, ou qu'on part en randonnée dans des parcs, dans des endroits un peu reculés, là on se connecte de nouveau au silence total, quoi. D'autant, encore une fois, que malheureusement, avec le surtourisme, il y a maintenant énormément de parcs où la fréquentation est énorme. Tout à fait, oui. Et qu'il est compliqué de trouver ces petits moments de déconnexion. Alors, si vous avez la chance, comme Johanna, de pouvoir vivre ces moments de déconnexion, il faut en profiter, les savourer au maximum. Savourer au maximum, tout à fait, oui. Et en effet... s'éloigner des lieux les plus... Alors, la boucle classique, on l'a tous fait, et quand on découvre les États-Unis, je l'estime indispensable. Mais ne pas hésiter, par petite touche, du moins dans un premier temps, à aller découvrir des parcs un peu moins connus, un peu moins touristiques. Vraiment aller chercher un peu cette déconnexion, surtout si c'est quelque chose qu'on recherche, quoi. Parle-nous un petit peu du camping le soir, comment ça s'est passé? Alors ce soir-là, c'était assez étonnant parce qu'on est arrivé du coup de nuit, parce qu'on a vraiment profité jusqu'au bout de cette route panoramique, jusqu'au coucher du soleil. Et donc on est arrivé le soir au camping pour installer notre tente. C'était assez folklorique, mais comme toujours quand on arrive de nuit.
À notre arrivée, le camping, on l'avait pas forcément repéré, puisqu'on, comme je te dis, on est arrivé de nuit, donc on voyait pas trop un peu l'importance qu'il pouvait représenter. Je m'étais fait une petite idée en préparant mon road trip, parce que c'est moi qui avais réservé les campings qu'il fallait réserver en amont, et j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'emplacements. Donc je m'imaginais quand même un lieu assez fréquenté, alors que c'était loin de tout. Bon, finalement, quand on est arrivé, il y avait que 5 emplacements de prix. On voyait bien parce que du coup, il y a les lumières. Donc, tout était dans le noir, sauf les 5 emplacements assez rapprochés les uns des autres. Donc, assez rapprochés parce qu'à côté de l'unique douche ouverte ce soir-là. Donc, forcément, ils nous avaient placés quand même dans des lieux proches. Un camping assez grand, plutôt bien achalandé aussi. Nous, on avait un emplacement avec un haut vent, donc pour s'abriter de la chaleur, parce qu'il fait très très chaud. Et le lendemain matin, au réveil, alors c'était assez étonnant, parce que du coup, on savait pas du tout à quoi s'attendre, on n'avait rien vu en arrivant. Et donc on se réveille, on ouvre la tente, et là en fait on avait un sagaro, un cactus sagaro juste à côté de notre tente, immense, il devait faire au moins 400 mètres quoi, il était assez grand, et un camping immense autour de nous, vraiment très très grand, avec personne, parce qu'en plus on devait être 5 emplacements de prix, et en fait au réveil il y en a qui partent très très tôt, et on devait plus être que 2 ou 3 encore installés quoi. Alors le lendemain, vous avez continué l'exploration du parc ? On a continué l'exploration, on est resté à proximité du camping. Le camping était situé vraiment à l'entrée de la deuxième route panoramique qui était fermée. Mais il y avait une petite portion qui était ouverte pour accéder à une randonnée. Donc en fait, on est allé marcher là à proximité. Donc, on a fait une petite randonnée au milieu des cactus, où il y avait pas mal d'espèces différentes. On est arrivé un peu en hauteur, il y avait un petit peu de dénivelé, et en fait, un truc qui nous a assez étonné, pas dans le bon sens du terme, c'est que on était vraiment très haut, on avait vu sur une bonne partie du parc, et au loin, il y avait ce fameux mur qui sépare le Mexique des États-Unis, dont on a notion comme ça, nous, de notre France lointaine, mais là, du coup, ça devenait très concret. Oui. Ouais, ça nous a un peu chamboulé quand même. Sur le moment, on était un peu sidérés. Ouais. Et du coup, donc, on a terminé notre exploration. Et puis, en fait, on est reparti parce qu'on avait pas mal de routes. Il fallait retraverser le parc en sens inverse pour rejoindre Tucson, donc dans l'est de l'Arizona. Donc là, une route semée d'embûches, je dirais pas ça, mais assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de checkpoints par rapport à l'immigration. Enfin, en fait, il y a la douane à plusieurs endroits. Donc, oui. on doit s'arrêter, présenter nos papiers... Voilà, donc c'est assez étonnant, assez, pas flippant, mais intimidant, je dirais. À chaque fois, devoir présenter tous ces papiers avec cette impression un peu qu'il y a quelque chose qui va clocher. Et puis en fait, non, ça se passait très bien, il n'y a pas de souci. On est arrivé à Tucson. En fait, on est allé directement visiter Saguaro National Monument. Saguaro, c'est un parc national, du coup, qui est séparé en 2. Il y a une partie qui est à l'ouest de la ville de Tucson et une partie qui est à l'est. Et on avait décidé, du coup, de faire les 2 parties. Souvent, les gens se contentent de la partie ouest parce que c'est la plus fournie en cactus. C'est souvent celle qui est privilégiée. Moi, je conseille de faire les 2 parce que je trouve que c'est pas du tout la même vision. Donc, on a fait la route panoramique avec quelques balades. Il n'y a pas de grosses randonnées. C'est plutôt des points de vue avec des petites balades de 1 ou 2 kilomètres, quoi. Donc, on en a fait quelques-unes sous une chaleur assez impressionnante quand même, c'est très très chaud. Je crois qu'on ne devait pas être très loin des 40. C'est pour ça que là, nous, on arrivait sur les coups de 13-14 heures, donc c'était peut-être pas forcément le meilleur moment. Avant de faire la route panoramique, on s'est arrêté au Visitor Center, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, on a posé des questions, demandé des conseils. Alors, les rangers étaient très prolixes, on va dire, avec beaucoup de conseils, notamment sur le parc, mais aussi sur la région. Il aurait fallu rester 2 semaines à Tucson pour pouvoir tout faire ce qu'ils nous proposaient. Et on est parti sur la route panoramique, faire nos petits arrêts, et on s'est arrêté tout au fond du parc, vraiment au bout de la route panoramique. Et là, on a trouvé un petit spot vraiment sensationnel où en fait, il y avait des petites cabanes en pierre en hauteur. On devait monter des escaliers pour rejoindre la table de pique-nique. Et en fait, c'était des petites buttes avec une petite table de pique-nique dans des petites cabanes. Il y en avait plusieurs comme ça. On était toutes seules. On s'est installé donc sur la plus haute et on avait une vue sur le parc magnifique. On a pris notre repas là face au cactus et face aux montagnes. C'était vraiment un moment un peu hors du temps aussi. On a vraiment bien apprécié et du coup notre pause midi a été plus longue que prévu. On n'arrivait pas à repartir. On était tellement bien. Il y avait du vent en plus parce qu'on était en hauteur, donc il
il y avait un vent chaud là qui balayait la petite cabane où on était. Ouais, c'était vraiment un moment super sympa, très agréable et on s'est attardé, on n'arrivait pas à partir. Alors, ce qui me fait précisément penser que souvent, quand on veut trop bien faire dans les préparatifs, on prépare son road trip un peu à la minute près ou à la demi-heure près, mais finalement, à l'usage, sur place, on se rend compte que y a des coups de cœur, il y a des imprévus, qui fait que on s'attarde plus longtemps à un lieu qu'on pensait vite expédié. Tout à fait, oui. Et ça fait partie, disons qu'il faut prendre aussi ce paramètre en compte. Moi, mes premiers voyages, c'était comme tu le dis, un peu, on veut rien louper. Donc du coup, on en met un maximum. Comme tu dis, on prévoit la demi-heure près, l'heure près, quoi. Et puis en fait, après mon premier voyage, comme tu dis, il y a des impératifs, il y a des impondérables, et il y a des moments où on s'attarde dans des endroits où on n'aurait pas imaginé rester. Parce que sur le moment, on est bien, on a envie de profiter, tout ça. Et du coup, je conçois mes voyages un peu différemment maintenant, où je laisse toujours la part à l'imprévu. Je mets plusieurs possibilités, c'est-à-dire que je mets plusieurs parcs que je veux voir. Et puis, si j'ai pas le temps parce que j'ai envie de m'arrêter plus longtemps dans un parc, tant pis. Il y en a un autre que je ferai pas, c'est pas grave. J'ai toujours dans la tête que c'est une possibilité que je revienne. Je sais que tout le monde n'est pas forcément dans les mêmes optiques et généralement, leur voyage aux États-Unis, c'est l'histoire d'un voyage et c'est les voyages d'une vie. Donc, on veut en voir un maximum parce qu'on sait qu'on va pas revenir. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Les États-Unis, c'est un pays que j'affectionne particulièrement et où je sais que je reviens régulièrement. Donc, en fait, j'ai moins de frustration à zapper quelque chose que j'avais prévu par rapport à mon amie Solène qui, elle, voyage moins. Bon, elle a fait plusieurs fois les États-Unis aussi, mais parce qu'elle me suit généralement dans mes délires. Mais malgré tout, c'est pas une destination objective chaque année comme moi. Quelque chose qui est très appréciable aussi, mais qui est possible hors saison et plus facilement en camping, je dirais, même si ça peut se faire, je pense, hors saison en hôtel, mais c'est ne pas réserver en fait. Et alors là, on se laisse porter complètement. On a eu une période avec Solène là où on n'avait rien réservé là pendant quelques jours. On avait notre planning préétabli et en fait les aléas, les envies ont changé au cours de notre voyage et d'avoir toute cette période là sans avoir rien construit, rien prévu, rien réservé, et du coup tout était possible. Et ça c'était très très agréable parce que du coup on a construit notre voyage aussi un peu au fur et à mesure. Alors quand je dis construit notre voyage, il était déjà préconstruit parce que j'avais prénoté toutes les visites qu'on pouvait faire dans la région où on était, donc on avait déjà en tête certaines choses, mais on a quand même pu mettre des pépites qu'on n'avait pas repérées avant. Mais voilà, donc des fois aussi c'est pas mal de laisser un peu la place à l'inconnu, quoi. Eh bien, c'est déjà la fin de ce 3e épisode, Johanna, sur tes aventures dans le sud-ouest américain en mai-juin dernier. On va se retrouver mardi prochain pour le 4e épisode et nous serons à Tucson, où on vient juste d'arriver. Donc, on va continuer à discuter de cette belle région de Tucson et puis ensuite, on va voir où est-ce que notre voyage nous a emmenés. Merci Johanna, à mardi prochain pour la suite de ces aventures dans Check-in. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire, notamment sur YouTube, et vos questions à Johanna, elle se fera un plaisir de vous répondre. D'ici mardi prochain, prenez soin de vous, à bientôt.